Un équipement minier hors gabarit ne peut pas simplement prendre la route comme une marchandise ordinaire. Dès le point d'assemblage, tout le convoi doit suivre un itinéraire déjà étudié. La largeur, le poids et les espaces disponibles deviennent des points de contrôle permanents. Chaque mètre parcouru teste l'équilibre entre la masse et la précision. Les véhicules d'escorte ouvrent la voie, préviennent la circulation et protègent l'espace autour de la charge. Les remorques modulaires répartissent le poids pour réduire la pression sur la route et les ouvrages. Dans les passages étroits, la vitesse descend très bas pour laisser le temps de corriger la trajectoire. Ce qui marque ici, c'est un convoi très lent, mais sans droit à l'erreur, car l'équipement n'a de valeur que s'il arrive au site minier en sécurité. Le 20 février 2026, un transformateur est transporté de Pilsen à Rosvadov avant de poursuivre vers l'Allemagne. Ce n'est pas une simple charge volumineuse, mais un élément essentiel du réseau électrique. Sa hauteur et son poids imposent un rythme très lent au convoi. Sur un trajet comme celui-ci, la route publique devient une partie du chantier technique et chaque virage, chaque panneau et chaque point de passage doivent être anticipés avant le départ. Un transformateur ne peut pas subir de choc important. La mission ne consiste donc pas seulement à le tirer, mais à le maintenir stable en permanence. Quand une charge aussi lourde traverse une zone habitée ou un carrefour, l'équipe d'escorte doit créer assez d'espace pour que tout l'ensemble puisse tourner. Ce qui frappe, c'est ce bloc électrique géant qui traverse une infrastructure ordinaire au service d'un réseau beaucoup plus vaste. Dans une carrière de marbre, l'objectif n'est pas seulement d'extraire beaucoup de matière. Il faut surtout séparer des blocs de valeur sans abîmer leur forme. La Komatsu PC400 utilise une dinde de Ripper pour détacher les colonnes de marbre du front de taille. Ensuite, les chargeuses WA900, WA800 et WA600 prennent en charge les efforts les plus lourds sur la plateforme. Cette chaîne de travail demande de la traction, un bon angle d'attaque et plus de patience que de vitesse pure. Si l'effort arrive dans la mauvaise direction, le bloc peut se fissurer et perdre sa valeur. Les chargeuses doivent pousser, lever et garder un contact stable pendant le déplacement de la pierre. La différence se trouve dans cette puissance très contrôlée, car dans la pierre décorative, une petite fissure peut changer tout le résultat. La Liber RE 9350 entre dans le décapage des terrains de couverture avec l'échelle d'une vraie chaîne minière. Devant elle, les matériaux doivent être déplacés sans interruption pour ouvrir l'accès à la ressource située plus bas. Chaque godet rempli fixe le rythme d'attente des Tombro, Komatsu et Caterpillar. Si un seul maillon ralentit, tout le cycle de transport derrière lui essaie de toucher. Cette pelle de plus de 300 tonnes dispose d'un grand godet, donc chaque chargement déplace une masse importante. L'opérateur doit placer le godet au bon endroit, pivoter proprement et déposer la charge avec assez de précision pour éviter au camion de trop se repositionner. En exploitation à ciel ouvert, le rendement ne vient pas d'un seul mouvement spectaculaire. Il vient de centaines de cycles répétés avec régularité. Ici, tout se joue dans la coordination entre une grande pelle et une flotte de tombereaux. Sur une pente ou sur un sol qui manque d'adhérence, même une machine forestière puissante peut perdre en efficacité si les roues patinent trop. C'est pour cela que le T-Winch 30,2 travaille avec le Ponce Elephant King dans une mission difficile de débardage. Le treuil d'assistance ajoute une force de retenue qui stabilise la machine principale. La scène ne parle pas seulement de traction, mais surtout du contrôle de cette traction. Le Ponce Elephant King appartient à la catégorie des porteurs forestiers à forte capacité, tandis que le T-Winch 30,2 limite le patinage sur terrain difficile. Quand le câble tire dans le bon axe, la machine principale peut avancer, s'arrêter et tourner avec moins de perte d'effort.
Cela réduit les dégâts des au-sols, l'usure et les ruptures de rythme dans le transport du bois. Après les charges exceptionnelles sur route et les mines ouvertes, cette scène ramène la pression sur un terrain plus étroit, où l'adhérence décide de tout. Au Welland Steam Fair, dans le Worcestershire, une JCB 114 chargeuse sur chenille fait revivre la logique d'une ancienne génération d'engins de chantier. Elle ne se contente pas de pousser la terre. Elle rassemble, charge et ajuste la plateforme avec un seul châssis. Cette manière de travailler montre pourquoi les chargeuses sur chenille ont longtemps été utiles sur les chantiers qui demandaient de la souplesse. Son allure ancienne ne rend pas la tâche plus légère. La transmission hydrostatique aide la machine à répondre de façon régulière en marche avant, en marche arrière et dans les changements de direction. L'opérateur doit garder le godet au bon angle pour couper la matière sans perdre l'adhérence des chenilles. Chaque petite passe participe à une mise en forme lente, mais visible. Ce qui reste en mémoire, c'est une machine de patrimoine qui montre encore une logique mécanique très concrète. Traction, poids et angle du godet doivent travailler ensemble. Quand les Hitachi EIRI 5600 étaient 3600 travaillent avec les 4793 et 4789, l'opération change d'échelle. Ici, un seul godet peut fixer le rythme d'un camion minier entier. Le camion doit entrer au bon endroit, s'arrêter à la bonne distance et repartir dès qu'il a reçu sa charge. Tout dépend de la continuité du flux de matériaux. La EX 5600 appartient aux très grandes pelles minières, tandis que la EX 3600 complète le rythme de production. Avec des camions de mine de grande taille, le point de déversement doit répartir la masse correctement dans la benne. L'opérateur ne regarde pas seulement le godet, il contrôle aussi l'angle de rotation et le moment exact où la matière tourne. Ce qui marque, c'est l'accord entre un grand godet et une grande benne. La productivité se joue à chaque placement. Au Steinexpo 2023, en Allemagne, la Hitachi ZI690 LCH7 est placée dans une démonstration très proche du travail en carrière. Elle utilise un godet de 5,4 m3 pour charger un Bell B40 et l'espace entre le godet et la benne n'est pas énorme, mais chaque mouvement doit rester propre. C'est un test de cadence, de positionnement et de contrôle de charge. Le Bell B40 appartient à la famille des tombereaux articulés, adaptés au sol de chantier changeant. Quand la pelle pivote sur le côté, le godet doit rester stable pour éviter une chute de matériaux avant la benne. L'opérateur doit déposer la charge au centre afin que le camion reparte sans correction inutile. Ce qui reste visible, c'est qu'une courte démonstration peut montrer un vrai principe de carrière. Les grandes machines ne sont efficaces que lorsque le camion et le godet se rencontrent au bon rythme. Sur la Great Northern Highway, en Australie occidentale, un Volvo FH 16700 transporte une Liebherr R 992 vers le nord. L'appel appartient à Eastern Guruma, une entreprise active autour de la région du Pilbara. Le convoi est filmé à Muchea et au sommet de Bindun Hill, le 21 mars 2026. Sur une telle route, la pente et les dégagements deviennent une vraie pression opérationnelle. La R 992 pèse près de 100 tonnes. La remorque et le tracteur doivent donc garder la charge équilibrée pendant tout le trajet. Dans une montée ou un virage, le conducteur ne peut pas compter sur la vitesse. Il doit s'appuyer sur une traction régulière et sur un choix de voie très précis. Chaque changement de direction demande plus d'espace qu'un véhicule ordinaire. Ici, une pelle minière quitte son environnement habituel pour affronter une autre contrainte, se déplacer en sécurité sur l'infrastructure publique. À Engines Passion 2026, à Albon,
la Caterpillar 650, et la Caterpillar D9H rejouent une méthode de terrassement ancienne, mais toujours très parlante. La décapeuse coupe, transporte et répand la matière dans un cycle continu. Le D9H pousse derrière pour ajouter de l'effort pendant le chargement. Cette coordination montre comment de grands chantiers ont longtemps déplacé de gros volumes de terre avec une cadence très directe. Quand la décapeuse ouvre sa lame, il lui faut assez de force pour faire entrer la matière dans la caisse. Si la traction ne suffit pas, le D9H doit pousser dans l'axe, sans dévier la machine de tête. Les deux opérateurs doivent garder le même rythme, comme s'ils pilotaient un seul ensemble. Ce qui semble simple dépend en réalité du moment exact où l'on pousse, de la profondeur de coupe et de la distance finale de répandage. Le Transit 8 vient d'être mis à l'eau, puis il apparaît avec deux pousseurs âgés d'environ un siècle. L'association crée un contraste net entre une coque récente et des moyens de poussée très anciens. Sur les voies navigables intérieures, l'âge d'un bateau ne retire pas toujours sa valeur de travail. Le point essentiel reste la capacité à contrôler la direction de tout l'ensemble. Les pousseurs doivent fournir l'effort au bon moment, tout en gardant l'étrave et la coque dans l'axe du déplacement. Avec une unité récemment mise à l'assaut, chaque petite variation de cap ou de vitesse doit être absorbée avec souplesse. La voie d'eau permet de transporter de grandes masses, mais elle exige une bonne précision dans les espaces serrés, ce qui rend la scène mémorable. C'est la coopération de deux générations de matériel pour guider une coque neuve dans un réseau de transport ancien. Quand une machine lourde s'enlise dans la boue, la puissance du moteur n'est plus la seule réponse. Le vrai problème se trouve dans l'adhérence. La pression au sol et le choix du point de traction. Si l'action est trop rapide, les roues ou les chenilles peuvent s'enfoncer davantage dans la couche molle. Une récupération commence donc par une règle simple: ne pas aggraver la situation. La machine d'assistance doit approcher depuis une zone plus stable, tout en gardant le câble ou le point d'appui dans le bon axe. Les opérateurs doivent coordonner l'accélération, la traction et de petits mouvements pour libérer la charge peu à peu. Si l'effort arrive trop sèchement, les deux machines peuvent perdre leur stabilité ou endommager le point d'accrochage. Dans la boue, l'avantage ne revient pas à la machine la plus puissante, mais à la répartition la plus précise des forces. OMAC et Special Transport Dag aux Pays-Bas. Les ensembles de transport exceptionnels quittent l'événement comme une démonstration de toute une filière de logistique lourde. L'intérêt ne repose pas sur un seul modèle. Il se trouve dans la diversité des tracteurs, des remorques surbaissées et des configurations à nombreux essieux. Chaque ensemble représente une façon différente de résoudre le problème des charges hors gabaritées. Quand les véhicules quittent le point de rassemblement, on voit clairement que la longueur, l'angle de braquage et l'espace disponible sont de vraies limites. Le tracteur doit transmettre l'effort à la route, tandis que la remorque maintient la charge stable dans les changements de direction. Ces ensembles existent parce que les charges exceptionnelles ne peuvent pas passer par une logistique ordinaire. Ici, tout un écosystème apparaît lentement en mouvement, et chaque essieu a sa raison technique. Dans la carrière Eberhard, en Suisse, la Caterpillar 983 montre pourquoi les grandes chargeuses sur chenilles ont longtemps compté dans les travaux difficiles. Elles combinent la poussée d'un train de chenilles avec la capacité de charger et de lever la matière. Avec un moteur 3.406 diesel, environ 275 chevaux et près de 30 tonnes, la machine possède une base solide pour travailler dans des conditions exigeantes. Sa force vient surtout de l'adhérence, plus que de la vitesse. Le grand godet permet de rassembler la matière, de la pousser dans le tas et de lever la charge dans une même séquence. L'opérateur doit garder le bon angle de godet pour ne pas perdre l'effort des chenilles. Quand la machine entre dans la matière,
Son propre poids aide la lame du godet à pénétrer plus profondément. Ce qui marque, c'est une conception ancienne mais très lisible, un châssis lourd pour accrocher le sol, un grand godet pour prendre la charge et une transmission assez solide pour maintenir l'effort. Un transformateur de 342 tonnes place tout le convoi dans une mission où la marge d'erreur est très réduite. Ce type de charge impose de traiter l'itinéraire comme un plan technique. Les ponts, les carrefours, les pentes et les rayons de virage deviennent des points à vérifier. Quand une telle masse se met en mouvement, la faible vitesse n'est pas un choix, c'est une condition de sécurité. L'ensemble de transport doit répartir la charge sur de nombreux essieux pour limiter la pression locale sur la chaussée. L'escorte doit bloquer la circulation au bon pivot, ouvrir l'espace et tenir les usagers loin de la zone de rotation de la remorque. Le conducteur doit corriger chaque section avec précision, car un petit écart peut obliger tout le convoi à s'arrêter. Skimart, c'est un équipement électrique géant qui avance lentement sur route, avec derrière lui les besoins d'un réseau électrique beaucoup plus vaste. Le 6 juillet 2026, le Mart 3500 rejoint un convoi au départ de Wick pour des expéditions liées au parc éolien de Golticleigh. Les éléments d'une installation éolienne ne peuvent pas rejoindre le chantier par un transport ordinaire. Leur longueur et leur forme obligent l'équipe à contrôler chaque portion de route. Avant qu'une turbine produise de l'électricité, la logistique doit résoudre le premier défi. Le convoi doit garder les distances, gérer les angles de virage et travailler avec l'escorte pour traverser les zones habitées ou les routes étroites. Avec les charges destinées à l'éolienne, le problème n'est pas seulement le poids, c'est aussi la longueur et la zone balayée au moment de tourner. Chaque changement de direction demande beaucoup plus d'espace qu'un chargement classique. Ce qui reste en tête, c'est qu'un projet énergétique commence par des mouvements très lents sur la route, avant que les turbines apparaissent à l'horizon. La Hitachi ZI690 LCH 7 entre dans la démolition avec un équipement grande hauteur, où la distance de travail compte autant que l'effort appliqué. La configuration grande hauteur lui permet d'atteindre environ 34 mètres de haute hauteur de travail. Son poids opérationnel d'environ 90 tonnes lui donne une base stable avec l'équipement à l'avant. En démolition de grande hauteur, la portée va toujours avec une exigence de contrôle très stricte. L'opérateur doit placer l'outil au bon endroit, travailler par zones et éviter de déséquilibrer la structure de manière imprévue. Chaque montée de flèche et chaque rotation modifie la répartition des charges sur le châssis. L'outil monté à l'avant a une limite de poids, donc l'effort ne peut pas être utilisé n'importe comment, ce qui définit cette scène. C'est la patience, la grande machine ne cherche pas la vitesse à tout prix. Elle démonte dans le bon ordre pour préserver la sécurité de toute la zone. Sur le site de Labrianidis Mining Works, la Liebherr R976 maintient le rythme de chargement des camions Mercedes et MAN. Le travail laisse peu de pause, car les terrains de couverture doivent sortir de la zone d'exploitation en continu. Chaque camion qui se place doit recevoir une charge rapide, régulière et bien centrée. La stabilité du cycle compte davantage qu'un mouvement isolé impressionnant. La R976 appartient à la classe des pellets d'environ 90 tonnes, avec une puissance adaptée aux matériaux lourds pendant de longues journées. L'opérateur doit coordonner la profondeur de coupe, l'angle de rotation et le point de déversement pour limiter l'attente des camions sur chantier. Les camions à 4 essieux doivent recevoir une répartition correcte pour repartir en sécurité. Ce qui marque, c'est une chaîne minière très régulière en apparence, mais dont le rendement dépend de chaque rencontre entre le godet et la benne. Après l'hiver, une route en gravier perd souvent sa forme initiale. L'eau, le gel et la circulation créent des ornières, des ondulations et des accotements irréguliers.
La Komatsu G des 675 intervient pour rétablir la surface avec sa lame et son épandeur de gravier arrière. Ce travail est moins spectaculaire qu'une mine ouverte, mais il agit directement sur la circulation. Une bonne route en gravier commence par un bon profil. L'opérateur doit régler la lame avec le bon angle pour ramener la matière au bon endroit, tout en gardant une pente qui évacue l'eau sur les côtés. L'épandeur arrière ajoute du gravier dans les zones qui en manquent l'enté sans interrompre la cadence. Si la surface devient trop plate ou si la matière s'accumule au mauvais endroit, l'eau reviendra dégrader la route. Ce qui marque, c'est une niveleuse qui travaille par couches fines, avec une précision discrète dont dépend la durée de toute la section. De la route publique aux carrières, des forêts en pente, aux chantiers de démolition et aux routes en gravier après l'hiver. Chaque machine révèle une pression de travail différente. Dites quelle scène vous a le plus marqué et continuez à suivre Titans du transport.